Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, Linda, tu as une question? Bon, on va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Je vois que Gaël est là aussi. Salut Gaël. Bonjour. Je vais partager mon écran avec la présentation. Vous voyez bien mon écran? Ouais, super. Ok, super. Bah, bonjour à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent. Moi, je vais attendre encore 2 petites minutes. Comme ça, on commence à 14h05. S'il y a des retardataires. Bon, on va commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce webinaire qui va aborder les nouveaux outils pour sensibiliser les citoyens à l'IA. Le webinaire va être enregistré, vous sera envoyé par la suite par mail et le support de présentation également. Donc, hop. Donc c'est parti. Donc déjà pour commencer, on va se présenter. Donc ce webinaire, il est organisé avec Pix et Tuba, ainsi que la Ménium que je représente. Donc je suis chargée de mission animation et de communication à la Ménium. Donc voilà. Et on a le plaisir donc d'avoir Gaëlle Petit qui est responsable de projet inclusion numérique chez Pix. Gaëlle, si tu veux dire quelques mots, je t'en prie. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je travaille chez Pix dans la direction de déploiement. Donc mon rôle est de pouvoir adapter les contenus et les outils qui sont proposés par Pix à tous les professionnels qui travaillent dans ce qu'on appelle inclusion numérique, ce qui inclut évidemment tous les professionnels de la médiation numérique, conseillers numériques, médiateurs numériques, mais aussi tous les professionnels de l'insertion sociale ou professionnelle. Et voilà. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir eh bien, travailler à faire en sorte que tous les outils, tous les programmes, tous les parcours d'évaluation et d'apprentissage conçus par Pix s'adressent aussi aux grands débutants sur tous les sujets. Merci à toi. Je tiens juste à préciser que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et on y répondra à la fin du webinaire. Donc du coup, ce webinaire aussi est en collaboration avec Tuba et on a la chance aussi d'avoir, Sarah qui est parmi nous, qui est la chef de projet innovation. Sarah, si tu veux dire quelques mots également? Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être là et globalement pour vous parler très rapidement de Tuba, je reviendrai un peu plus tout à l'heure dessus. C'est une association
Et justement, dans le cadre de mes missions, on doit acculturer au numérique responsable. Et grosso modo, c'est voilà, venir accompagner les médiateurs et les médiatrices numériques justement dans leurs actions de sensibilisation auprès des publics sur ces sujets. Donc, c'est les sujets données, data, IA, impacts environnementaux, etc., du numérique. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, on va enchaîner avec la première partie. On va aborder les enjeux de la sensibilisation à l'IA. Gaëlle, je crois que c'est toi qui présente cette partie, donc je t'en prie. Ouais, tout à fait. Bon, bah, enfin, l'idée n'est pas de. Enfin, je pense que vous avez tous déjà pu être confrontés effectivement à un certain nombre de citoyens qui utilisent de plus en plus l'IA, d'autant plus qu'elle est intégrée de plus en plus maintenant dans un certain nombre d'outils. En premier lieu, hein, bien sûr, les outils de conversation instantanée sur les réseaux sociaux, sur les mails, etc. Donc, en fait, on se retrouve de plus en plus confronté à l'IA et on se retrouve de plus en plus à l'utiliser. Euh, et c'est le cas, effectivement, en tout cas, des usages en France sont de plus en plus massifs. Et donc, c'est aussi dans ces circonstances-là que, eh bien, il est de plus en plus utile et important de pouvoir accompagner tous les citoyens dans, effectivement, l'apprentissage de l'IA, aussi bien d'un côté technique que aussi dans l'idée de la compréhension des enjeux. Donc c'est un peu enfin c'est un peu le point sur lequel on travaille nous chez Pix en ce moment, et donc ce sera un peu l'idée là de cette brève présentation sur la sensibilisation à l'IA. Donc effectivement, là, quelques statistiques, hein, bien sûr, mais voilà, l'IA est de plus en plus présente dans des cadres professionnels, en tout cas, mais effectivement, ça montre néanmoins que même si de plus en plus de personnes utilisent l'IA, eh bien, il y a une réel sentiment d'un besoin à se former parce que bah, les personnes ne savent pas forcément exactement comment fonctionne l'IA, qu'est-ce qu'est une IA et du coup, qu'est-ce qu'il se passe quand il y a une information, une donnée qui ressort de l'IA et comment la traiter et voilà, comment l'utiliser en tant que telle. Peut-être si tu peux passer à la slide d'après. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, on voit donc dans les usages que ça peut être effectivement des recherches de base. Donc, on connaît évidemment toutes les IA génératives. Et il peut y avoir effectivement cette idée de potentiellement arriver à gagner du temps, arriver à aller un peu plus loin dans sa recherche, etc. Néanmoins, bah, je ne vous apprends rien, hein, mais le fait de faire par une IA, eh bien, ça peut effectivement, enfin, ça implique un certain nombre de risques, d'autant plus auprès de publics qui n'ont pas forcément, dans un premier temps, acquis toute la mesure des enjeux. Qui peut être lié à typiquement la recherche d'informations et du coup d'arriver à qualifier la qualité de l'information qui ressort. Donc, que ce soit dans l'utilisation d'un moteur de recherche, mais d'autant plus dans l'utilisation d'une IA, où on pourrait avoir l'impression que l'information qui ressort d'une IA est bah, normalement vraie, étant donné qu'elle est censée être un conglomérat de recherche. Mais en fait, voilà, il y a aussi cette donnée-là de pouvoir s'en assurer et surtout d'être dans la capacité de s'en assurer. Et c'est effectivement ces enjeux-là qui sont importants. Donc, effectivement, l'illusion de maîtrise aussi, hein, donc le fait de bah voilà, à partir du moment où on est capable de demander à l'IA de faire quelque chose à notre place, on pourrait avoir l'impression que ça permet de pouvoir outrepasser la nécessité de savoir le faire soi-même. Ce qui pose aussi problème parce que bah, du coup, effectivement, déjà, ça limite les gens dans leur apprentissage des compétences numériques. Et puis aussi, eh bien, si jamais l'IA ne fonctionne pas d'une manière, pour une raison ou pour une autre, eh bien, ça pourrait bloquer un certain nombre de personnes. Et après, évidemment, voilà, tout ce qui va toucher à la fuite de données sensibles, ça, c'est un vrai enjeu aussi, hein, mais voilà, le fait d'insérer un certain nombre d'informations et de données personnelles dans les IA génératives dans le but de pouvoir aider à lire une fiche de paye, etc., etc., bah, en fait, ça pose aussi un certain nombre de problèmes, d'autant plus auprès de personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas en tout cas
à date les informations nécessaires pour pouvoir qualifier les données de données personnelles et donc se rendre compte aussi des risques qu'il pourrait y avoir à les transmettre à un outil. Et donc effectivement, nous aussi, côté outils, eh bien, ça pose la question d'actualiser aussi le référentiel de compétences. Donc nous, chez Pix, le référentiel de compétences est toujours basé sur le DIGCOMP, mais effectivement, on a toujours mis de l'IA. Il y a toujours, bien avant le boom de l'IA, la question de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment est-ce que ça fonctionne. Il y a effectivement aussi des compétences sur l'algorithmie. Mais là, effectivement, le boom de l'IA et le fait que maintenant l'IA est intégrée dans énormément d'outils utilisés par tous pose aussi la question d'actualiser des compétences du référentiel, mais du coup aussi à d'autres endroits. Donc typiquement pour la production de contenu, eh bien voilà, comment est-ce qu'on peut s'aider de l'IA générative pour pouvoir produire des contenus, par exemple sur des documents textuels? Comment est-ce qu'on peut évaluer la fiabilité de l'information quand on fait de la recherche d'informations via une IA, etc., etc., etc. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de se dire, nous, en tant qu'outil et en tant que porteur de réflexion sur un référentiel de compétences numériques, eh bien, il ne faut pas seulement ajouter, on va dire, de l'information et du contenu sur les compétences strictement liées à l'IA, mais aussi, du coup, incorporer l'IA dans d'autres types de compétences. Et donc effectivement, comme ce que je disais au début, nous, voilà, chez Pix, hein, il y a une vraie double enjeu. C'est déjà de pouvoir effectivement, eh bien, voilà, le fait de faire lier les compétences liées à l'IA avec d'autres compétences transversales. Donc là, effectivement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir eh bien, faire du lien, comme ce que je disais avant, avec d'autres types de compétences et aussi de pouvoir avoir une vision qui est à la fois culturelle et pédagogique. Culturelle dans le sens à arriver à expliquer le fonctionnement de la science informatique, donc comprendre comment est-ce que l'IA fonctionne. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que c'est pas forcément très évident d'arriver à l'expliquer à un certain nombre de personnes, mais aussi effectivement d'arriver à expliquer et à inclure un questionnement sur un usage raisonné de l'IA et qui est du coup effectivement plus lié à créer une sorte d'esprit critique vis-à-vis de l'IA. Et là, ça rejoint aussi sur la qualité des données, sur les données personnelles, etc., etc., etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir effectivement voilà, faire à la fois une sorte de double vision vis-à-vis de l'IA, d'expliquer aux gens comment est-ce que ça fonctionne et après d'arriver à l'incorporer dans une pratique des compétences numériques plus généralistes et aussi liées aux enjeux généraux de l'utilisation d'un outil numérique. Et aussi, juste pour terminer sur la dernière slide, nous, effectivement, ce qu'on a choisi chez Pix, c'est d'intégrer en fait un LLM au sein de nos outils. Donc, c'est un outil qui est utilisé à la fois, nous, en interne pour aussi voilà, le développement de Pix, mais effectivement, maintenant, il est aussi possible d'utiliser directement une IA dans Pix, parce qu'effectivement, former les citoyens à l'IA, c'est aussi leur faire utiliser la machine, du coup, dans un environnement fermé et sécurisé pour qu'ils puissent aussi, effectivement, tester l'outil et se rendre compte de ce qui est possible de faire ou pas. Donc, voilà un peu sur la première partie. Merci beaucoup, Gaëlle, c'est très clair. On va enchaîner avec la présentation de la fiche pratique IA. Et donc, pour ce faire, on va demander à Sarah de nous présenter un petit peu le tiers-lieu Tuba. Et peut-être, merci Lisa, peut-être pour vous préciser, la fiche pratique, elle est encore en cours de conception. Elle sera disponible d'ici quelques semaines. Enfin, voilà, on vous la renverra quand elle sera faite. Alors, globalement, donc, moi aujourd'hui, je vais vous présenter la fiche pratique, donc cette fiche pratique sur l'intelligence artificielle avec un focus IA générative. Donc là, l'objectif qu'on s'est dit avec la Ménum, ça a été vraiment de faire un contenu qui soit accessible, pédagogique et critique, qui va justement permettre de répondre rapidement et simplement aux grandes questions que tout le monde se pose en fait. Donc, comment fonctionne une IA? Comment est-ce qu'une IA est créée? D'où viennent justement les données dont on parle? Quels sont les risques et les bonnes pratiques, etc.
Et globalement, donc, le TUBA, c'est un tiers-lieu donc, lyonnais qui a vu le jour en 2014. Il est dédié au territoire intelligent et durable, donc sur les questions de souveraineté numérique, numérique responsable, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. On travaille principalement avec des acteurs du secteur public et privé, aussi avec les habitants, justement, pour développer des projets qui sont centrés utilisateurs. Et justement, aujourd'hui, c'est pourquoi on se rend compte, on réalise aussi des ressources de médiation. Je termine juste là-dessus. Et voilà. Et aussi, pour info, la fiche pratique, elle fera environ 6 pages. Voilà, l'idée, c'était vraiment avoir un format court, accessible et vulgarisé. Et donc, pour parler de ces objectifs pédagogiques, donc, on s'est dit que les médiateurs et les médiatrices numériques, à la suite de la lecture, ils doivent savoir expliquer simplement ce qu'est une IA, distinguer les différents types d'IA qu'il y a. On en a compté 4 principales. Comprendre aussi son fonctionnement global, avec un focus IA générative. On va parler de deep learning et de machine learning. On va aussi identifier les grands enjeux qui sont liés à ces technologies. Je vais y revenir plus tard. Et ensuite, comme je l'ai dit aussi, transmettre des bonnes pratiques pour les publics que les médiateurs, les médiatrices vont accompagner. Et aussi, une autre ligne directrice sur cette fiche, ça a été vraiment d'encourager cette posture critique. On ne voulait pas justement tomber dans... Oui, merci, je viens de voir le commentaire. Voilà, on ne voulait pas tomber trop dans une fiche qui soit trop technophile ou justement trop alarmiste. Lisa, tu peux passer à la slide d'après. Merci. Donc, globalement, le contenu de la fiche, je vais vous la présenter. Elle est coupée en 4 points. La première étant donc comprendre les bases de l'IA. Là, on va poser les bases. On va expliquer donc que l'IA n'est pas une intelligence humaine, c'est vraiment un système, c'est un ensemble de systèmes en fait qui va être capable d'analyser des données et de produire des résultats en conséquence. On va aussi donc reparler d'IA, des catégories d'IA, donc descriptives, prédictives, prescriptives et génératives. À chaque fois, on a toujours des exemples, des cas d'usage pour que ce soit plus facile à comprendre. Ensuite, on va faire donc un focus IA générative, car justement, c'est elle qui s'est démocratisée depuis 2022 et dont la plupart des personnes utilisent ChatGPT, etc. Et aussi, on va rappeler dans cette fiche que l'IA, elle ne comprend pas réellement ce qu'elle produit. C'est vraiment, il faut avoir en tête qu'elle fonctionne avant tout par calcul statistique et par prédiction. Et ensuite, donc, on va expliquer le fonctionnement. Là, on est parti sur 4 étapes simples. C'est encore la slide d'avant. Pardon. Oh, t'inquiète, pas de souci, merci. Donc, on va parler de la collecte des données, de la phase d'entraînement, de la phase de test et d'ajustement et la mise à disposition de l'outil, c'est-à-dire quand l'IA a été entraînée et que le modèle est fondé et est prêt à être utilisé. Et là, ici, on est vraiment dans une vulgarisation, une compréhension justement de ces notions qui sont parfois complexes. Je pense au machine learning ou deep learning. Voilà, là, on a vraiment... on a voulu en tout cas créer des exemples des cas d'usage concrets, et qu'on ne soit pas dans du vocabulaire trop technique. Et aussi, on parle évidemment du rôle essentiel qu'occupent les données, les algorithmes complexes, la puissance de calcul, etc. Et on aborde d'ailleurs tous les éléments et les acteurs qui participent au fonctionnement de cette IA, en passant des ingénieurs aussi aux travailleurs du clic qui sont souvent invisibilisés. Et là, tu peux passer à la slide d'après. Merci. Donc, on parle des enjeux. On en a dessiné 4. En premier, on va parler des enjeux de la connaissance. Donc, c'est tout ce qui va être hallucination de l'IA, la désinformation, le risque de perte d'esprit critique à force d'utiliser trop souvent l'IA, l'opacité aussi des modèles. On ne sait pas forcément sur quelles données elles sont entraînées. Est-ce que c'est plutôt des données anglo-saxonnes, etc., qui va plutôt avoir tendance à faire une standardisation de la pensée, de la manière de répondre en tout cas. Voilà, c'est tout ça. Ensuite, on a les enjeux éthiques. Donc là, on va aussi parler des biais qui sont incorporés dans ces données, des discriminations qui sont la conséquence de ces biais. La notion, tu l'as dit aussi, Gaëlle, des données personnelles. Voilà, donc attention à ce qu'on va, ce qu'il faut anonymiser quand on parle avec une IA. Et les conditions aussi des travailleurs du clic. Voilà, c'est tout ça qu'on va présenter. Ensuite, il y a les enjeux écologiques. Donc là, on va parler consommation énergétique, aussi l'impact de toute la chaîne en fait, de fonctionnement de l'IA, les data centers, les ressources matérielles en matériaux rares, etc. Et aussi le fameux
effet rebond. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, certains systèmes d'IA s'optimisent, sont plutôt dans une logique de décarbonation de leur impact. Néanmoins, vu qu'il y a une tendance à avoir de plus en plus d'usage, on a un effet rebond. Et donc, au final, on n'est pas tant dans la décarbonation de l'IA. Et enfin, on va parler des enjeux économiques et politiques. Donc là, c'est parler les grandes entreprises technologiques, les GAFAM, le risque de dépendance justement à ces entreprises. On va parler aussi des alternatives, donc la souveraineté numérique, en donnant des exemples. Aussi, qu'est-ce qui va se passer en fait dans les années à venir? On est dans de l'évolution de métiers, on est dans de la transformation, enfin en tout cas du décentrage des métiers. Et aussi, on va parler sur les enjeux politiques des deepfakes, de la manipulation d'informations, etc. Et enfin, quand même, pour remonter sur une bonne note, on encourage aussi les bonnes pratiques. Donc là, qu'est-ce que les personnes peuvent mettre facilement en place de manière concrète? Donc là, on va lister une liste d'actions rapides. Ça va être vérifier les informations produites que l'IA va nous produire. C'est la challenger, lui demander de nous donner ses sources, etc. Ça va être de rappeler comment on protège ses données personnelles. Ça commence déjà par les anonymiser, ne pas forcément les partager. Aussi, on va rappeler qu'il est important, si possible, de partager lorsqu'on utilise l'IA, c'est d'être transparent sur son usage, de dire ce compte rendu a été rédigé par IA, à l'aide de l'IA, pardon. Et ensuite, aussi amener la question finalement critique qui est nécessaire de est-ce qu'on a réellement besoin ou non de l'IA pour tels usages. Voilà, et aussi on donne des petits tips pour rédiger des prompts clairs. Voilà, ça aussi, il y aura ça. Et enfin, il y aura la petite partie, on va donner toute une liste de ressources de médiation. Donc, c'est des ressources de médiation qui sont en open source, qui sont libres de droit. Voilà, donc ça, il y en aura toute une ribambelle. Il y aura autant des ateliers type fresque de l'IA que des jeux ludopédagogiques qui peuvent accueillir 8 à 20 personnes. Je pense à Aya qui a d'ailleurs été conçu par le Tuba et SIA Partners. Peut-être que vous connaissez certains. Et pour info, il y a la V2 qui sort bientôt. Enfin voilà, il y aura toutes ces ressources qui vont être proposées et aussi avec des modules de formation. Ça, on a mis des MOOC, du e-learning, etc. J'en ai fini, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Super, merci Sarah, c'était très clair. Et on va terminer par aborder les parcours PIX pour monter en compétences. Donc Gaëlle, Ouais. je te donne la main. Ouais, tout à fait, merci beaucoup. Oui, donc en fait, pour ceux et celles d'entre vous qui connaissaient déjà la plateforme, vous l'avez sans doute utilisée exclusivement pour des parcours d'évaluation des compétences. Là, la grande nouveauté de 2026, c'est qu'on va maintenant se tourner de plus en plus vers des parcours apprenants, donc c'est-à-dire plutôt des parcours d'apprentissage qui vont effectivement commencer par un diagnostic qui peut être un diagnostic soit généraliste, soit thématique. Donc là, en l'état, typiquement, ce sera sur l'IA. Puis après, à la fin de ce diagnostic-là, eh bien, l'idée, ce sera qu'il y a un certain nombre de recommandations qui soient faites vers des parcours, vers des modules d'apprentissage. Qui sont du coup des modules effectivement qui seront courts de 7 à 10 minutes maximum par module, qui sont thématisés et qui seront aussi qui sont aussi des modules de niveau, donc entre un niveau novice, pardon, indépendant ou avancé. Et donc là, effectivement, c'est ça que je vais vous présenter pour répondre à la question dans le chat. C'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous, on est de plus en plus, nos équipes contenu sont en train donc de produire de plus en plus de modules apprenants. Là, les tout premiers qui sont sortis sont les modules sur l'IA. Dans quelques semaines, vont sortir les modules sur la cybersécurité. Ensuite, on aura le numérique responsable. Ensuite, ce sera des modules plutôt sur toutes les compétences un peu socles. À terme, l'ensemble du référentiel PIX sera couvert par ces modules d'apprentissage. Mais évidemment, il faut bien commencer, par des thématiques. Et donc, c'est l'IA qui avait été choisie. Et donc là, effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est que je vous explique un petit peu quelles sont les différentes thématiques qui sont proposées. Est-ce que tu pourrais Oui. Ouais, passer exactement. Merci beaucoup. Donc, rapidement, comment est-ce que ça fonctionne, les modules d'apprentissage? Donc, comme je disais, l'idée, c'est que ce soit des formats courts, que potentiellement, pour une même thématique, soient proposés
plusieurs modules d'apprentissage. Comme ça, eh bien, les personnes qui doivent passer les modules eh bien, peuvent en passer un, puis s'arrêter, revenir plus tard dans le parcours d'apprentissage et donc, par exemple, passer le module suivant. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est que ce soit globalement assez rapide à faire. Ce sont des modules qui sont... L'idée, c'est que ça fonctionne via un fil conducteur qui entrecoupe des parties plutôt de cours, effectivement, donc d'éléments informationnels, et après, plutôt de petits exercices. Et donc, voilà, comme avec une sorte de pédagogie active, avec, voilà, effectivement, un peu d'expérimentation. Voilà, l'idée, c'est effectivement de pouvoir tester une fois de plus dans un environnement fermé, de pouvoir comprendre pas à pas comment ça fonctionne et de pouvoir effectivement monter en compétences. Et voilà, évidemment, il y a aussi l'idée de pouvoir après avoir des retours directement sur ce qui a été produit dans les petits exercices. Donc, concernant les modules sur l'intelligence artificielle, on en a plusieurs qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, il y a un premier parcours sur utiliser une IA générative et un deuxième parcours sur décrypter son fonctionnement. Et donc, peut-être on peut passer directement à la slide d'après, comme ça me permettra de pouvoir l'expliquer. Voilà. Donc là, typiquement, sur le parcours utiliser l'IA générative, donc il y aura un diagnostic qui est voilà, qui permet effectivement de pouvoir tester les apprenants sur un certain nombre de sujets. Donc là, typiquement, ce sera savoir interagir avec une IA pour créer du contenu, après comprendre la notion de biais appliqué aux intelligences artificielles et puis aussi après voilà, arriver à identifier les biais spécifiques et donc aussi de comprendre quelles sont leurs conséquences. Ça, c'est un petit diagnostic qui existe en entrée de parcours et après en fonction du niveau, en fonction en tout cas des compétences qui sont validées, qui sont acquises ou non acquises par les participants, eh bien un certain nombre de modules d'apprentissage vont être proposés aux participants, soit du niveau débutant, soit du niveau intermédiaire. Et donc, de la même manière, si tu peux passer à la slide d'après, pour le parcours, euh, hop, est-ce que tu peux? J'ai pas Ouais, voilà. passé à la Donc, pour le parcours décrypter l'IA, eh bien là, c'est pareil. D'abord, un diagnostic qui est un petit peu plus lourd, qui est toujours avec des généralités sur l'IA, arriver à comprendre un petit peu le rôle des données. Là, effectivement, on rentre un peu plus dans la machine, arriver à comprendre comment ça fonctionne les données, comprendre effectivement comment fonctionne une IA, tout ce qui est aussi impact environnemental et aussi tout ce qui va toucher au principe de la désinformation. Donc là, on rentre un peu plus dans l'outil pour arriver une fois de plus à essayer d'amener les participants vers la compréhension des enjeux, aussi bien sur comment est-ce que les IA fonctionnent, mais aussi qu'est-ce que les IA peuvent créer et comment arriver à détecter eh bien, ce qui pourrait effectivement potentiellement être faux, donc typiquement tout ce qui peut par exemple toucher au deepfake et compagnie. Donc voilà, là l'idée c'est effectivement c'est un parcours qui est un peu plus poussé, on va dire. Néanmoins, les modules il y a quand même des modules débutants et des modules de niveau intermédiaire à chaque fois qui s'ouvriront ou qui seront proposés aux participants en fonction des résultats au premier parcours. On a aussi effectivement proposé des parcours différents en fonction des usages. Je veux bien que tu passes à la slide d'après, s'il te plaît. Et donc là, effectivement, on a deux autres parcours qui pourraient être proposés. Le parcours L'essentiel sur l'IA, c'est un parcours qui est beaucoup plus long. L'idée, c'est qu'il fasse entre 1 heure et 1 h 30, une fois de plus, en fonction du temps que va mettre le participant, mais aussi en fonction du nombre de modules qui lui seront proposés. Là, ça peut être par exemple un module qui est proposé pour les apprenants qui sont les plus autonomes globalement, voilà, qui sont déjà un peu à l'aise sur l'IA. Et donc là, effectivement, un module, d'abord, dans un premier temps, un diagnostic, puis, à ce moment-là, on va proposer des modules. Puis, à l'issue des 3 premiers modules, on refait un diagnostic. Puis, 3 modules. Là, l'idée, c'est en fait, c'est d'arriver à intégrer les deux parcours apprenants que j'ai présentés juste avant et donc de pouvoir effectivement les faire se répondre. Donc, voilà, en allant d'abord sur un usage critique et après sur un fonctionnement. Et effectivement, le parcours après qui est proposé, le dernier, ben ça, c'est un parcours que vous pouvez, par exemple, proposer lors d'ateliers de sensibilisation
voilà, ou d'ateliers découvertes de l'IA. L'idée, c'est d'en faire un parcours qui est beaucoup plus court, un parcours qui dure entre 15 et 30 minutes, avec effectivement, voilà, l'idée, c'est de pouvoir un peu questionner quelles sont les limites de l'IA, d'arriver à démêler le vrai du faux, pardon, et d'apprendre effectivement à exercer son esprit critique. Et donc là, c'est le même fonctionnement que les premiers, avec un diagnostic, et puis effectivement, après, des modules. En fonction effectivement du niveau des apprenants lors du diagnostic. Donc, c'est comme ça qu'on a conçu les modules. Et effectivement, on est encore en train voilà, de continuer de travailler sur ces modules-là et sur effectivement voilà, le fait de pouvoir après en sortir sur d'autres thématiques. Mais ça, c'est les premiers qui sont sortis. Comme je disais, au sein de ces parcours, au sein de ces modules-là, eh bien, il sera proposé aux participants de tester l'IA via le LLM de Pix et de pouvoir effectivement aussi apprendre pas à pas. C'est vraiment comme ça qu'ont été conçus les modules apprenants. C'est de pouvoir en fait faire aussi de la différenciation au sein d'un même groupe, par exemple, et de pouvoir aussi aider le prescripteur sur voilà, lui proposer en tout cas des outils de montée en compétences. Une fois de plus, Pix n'a pas vocation à se substituer aux médiateurs, aux formateurs. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des supports de montée en compétences supplémentaires que sont les modules apprenants. Et après, bien sûr, nous, on continue de travailler pour étoffer tout notre référentiel de compétences. Et donc ça, effectivement, ça fait partie des thématiques et qui vont arriver sur l'IA en 2026. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour ces présentations super claires et au top. Donc, il y a juste une petite question, Gaëlle, je pense que tu pourras y répondre. L'application Pix est-elle la même que celle proposée sur les dossiers des demandeurs d'emploi Pix France Travail? On t'entend pas, Gaëlle, t'as coupé ton micro. Ouais, je viens de me rendre compte, merci. Ce qui est proposé dans le cadre de France Travail, ce sont pour le moment en tout cas uniquement un diagnostic qui s'appelle Pix Travail et qui est en tout cas conçu directement avec France Travail. Ce qu'on est en train de travailler avec France Travail, c'est effectivement de pouvoir après, au bout d'un moment, proposer des modules qui puissent effectivement répondre aux réponses des demandeurs d'emploi à l'issue de ce diagnostic-là. Pour le moment, en tout cas, ces parcours-là ne sont pas disponibles dans l'outil de France Travail parce que c'est France Travail qui régit en fait ce qui est décidé et donc quel est le type de diagnostic qui est proposé aux demandeurs d'emploi et donc quelle est la résolution apportée aux demandeurs d'emploi. Néanmoins, voilà, exactement. Pour le moment, n'est proposé sur France Travail qu'un diag généraliste. A priori, ça le restera. Néanmoins, le diag généraliste sera plus enrichi. Et surtout, à l'issue de ce diag généraliste, on pourra effectivement proposer des modules apprenants qui, effectivement, pourront après aider les demandeurs d'emploi. C'est un projet long terme sur lequel on travaille en ce moment. Et donc, voilà, pour le moment, c'est difficile d'en dire plus. Ça marche. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez même prendre la parole directement. Non, pas de questions. Tout a été très clair. Bon, bah super. Ah, Michael, les parcours IA vont-ils mener à une nouvelle compétence afin que les apprenants puissent le faire sans intégrer un parcours avec PixOrga? Alors, vont-ils mener à une nouvelle compétence? Je suis pas sûre de comprendre la question, mais par contre, pour que les apprenants puissent le faire sans intégrer un parcours avec Pixorga, ça, a priori, non, parce qu'en fait, effectivement, l'idée de Pix, c'est que il y ait deux manières de pouvoir utiliser Pix, hein. C'est soit de le faire en autonomie directement en se créant un compte individuel sur la plateforme, mais là, dans ces cas-là, bah, on a accès à l'intégralité du référentiel sans distinction, soit alors de le faire de manière prescrite. Et donc, dans ces cas-là, bah, c'est aux professionnels de décider ce qu'ils proposent aux prescrits, donc aux personnes qu'ils accompagnent dans la montée en compétences. Et ça, effectivement, ça se fait via
via la plateforme Pixorga qui permet en fait de pouvoir choisir quel est le parcours. Pixorga est aussi en train de faire peau neuve. Nos équipes design sont en train de voir pour reconstruire aussi le fonctionnement de Pixorga pour que ce soit plus facile de pouvoir choisir un parcours pour après créer un code campagne et pouvoir l'envoyer après aux personnes qu'on accompagne. C'est aussi fait parce que bah, maintenant, avec l'arrivée là, des parcours apprenants, bah, potentiellement, on ne sait pas jusqu'où ira la granularité, mais en tout cas, ça ajoute un certain nombre d'offres et de contenus et ça devenait assez rapidement illisible, en tout cas dans le Pixorga actuellement. Donc, si jamais effectivement c'est ça le sujet, voilà, c'est en tout cas ça, on est en train de travailler dessus. Mais effectivement, les parcours apprenants resteront dans un mode prescrit, comme l'est le reste de Pix à destination des organisations. Alors, quelles sont les conditions pour suivre ces formations? Alors, en tout cas, pour parler de PIX, eh bien, en fonction de quelle est la typologie d'organisation à laquelle vous travaillez, eh bien, il y aura il y aura des conditions différentes en tout cas. Donc, PIX est utilisable pour tout type d'organisation, des structures publiques et plusieurs types de structures publiques, des structures privées également. Donc, le mieux, c'est de nous envoyer un mail donc c'était envoyé, enfin en tout cas ça faisait partie dans le tout dernier, je veux bien que tu remettes peut-être la dernière slide parce qu'il y avait l'adresse mail de Pix qui était proposée. Mais voilà, le mieux c'est de nous envoyer directement un mail. Et puis nous, voilà, donc à pro@pix.fr. Comme ça, effectivement, nous, on pourra, en fonction de la typologie de public que vous accompagnez et en fonction du type de structure que vous êtes, eh bien, vous proposer ce qui correspondra le mieux. Quelles sont les conditions d'accès pour une collectivité, les mêmes que les autres modules? Oui, tout à fait. Donc, si vous êtes une collectivité, que vous voulez travailler, enfin, que vous voulez utiliser Pix à destination de vos agents, eh bien, effectivement, c'est le même mode de fonctionnement qui existait auparavant, parce que c'est la même plateforme. Ça va juste intégrer l'offre de Pix qui est existante. Donc, voilà, une fois de plus, si jamais vous avez des questions précises sur l'utilisation de Pix, soit si jamais vous aviez déjà des interlocuteurs chez Pix, eh bien, n'hésitez pas à leur poser la question. Sinon, vous pouvez tout à fait nous contacter à pro@pix.fr et puis après, on réorientera votre mail aux équipes concernées. Comme ça, ce sera plus facile. Est-il envisagé d'embarquer l'usage des open badges pour les campagnes Pix? Alors, pour le moment, on n'intègre pas les open badges parce que les open badges sont différenciés en fonction des zones géographiques et que pour le moment, en tout cas chez Pix, on a vocation à couvrir de manière uniforme le territoire. Donc, effectivement, nous, on fonctionne avec un propre système de badges chez Pix qui sont la plupart du temps plutôt des badges thématiques liés à des D'ailleurs, niveaux. je me permets juste de te couper. Il Oui. y a quelqu'un qui demande de quoi s'agit-il en parlant des open badges. Oui, alors les open badges, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais effectivement, ce sont des badges qui permettent de pouvoir attester d'un niveau de compétence. Enfin, ça dépend en fait en fonction des régions et des zones, mais la plupart du temps, c'est d'un niveau de compétence sur un sujet donné. Et effectivement, donc nous, chez Pix, on l'utilise pas parce que, bah, typiquement, en fonction des régions, il peut varier. Et donc, voilà, nous, l'idée, c'est de pouvoir utiliser un système qui fonctionne partout. Donc, comme je disais, nous, on a un certain nombre de badges qui sont utilisés. On est aussi en train de voir pour travailler potentiellement à des attestations de valorisation des compétences, qui seraient aussi des attestations Pix, mais qui permettraient effectivement aussi de pouvoir donner un niveau sur un certain nombre de sujets. Donc, c'est encore quelque chose qui est en train d'être travaillé chez nous. Donc, je ne sais pas encore sous quelle forme ça va atterrir. Mais voilà. En tout cas, pour le moment, chez Pix, on n'utilise pas les open badges. Ouais. Ça marche. Très clair. Y a-t-il d'autres questions? Non.
Bon, ben, on va clôturer ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci Gaëlle, merci Sarah aussi pour vos présentations. Donc comme j'ai pu le dire au début, on va vous envoyer par mail le support ainsi que le replay. Et la ressource de Tuba sera envoyée aussi quand elle sera disponible, évidemment. Voilà. Donc merci beaucoup et bon après-midi. Merci. Au Merci. revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Merci, au revoir.